midi. Alors que la rencontre Trump-Poutine en Alaska vendredi se prépare, que se passe-t-il sur le terrain? On va regarder les images des dernières heures. D'abord l'Ukraine qui poursuit ses frappes de drones contre des raffineries de pétrole. Ce dimanche, les drones ukrainiens ont attaqué une raffinerie à Saratov, ce qui a provoqué, vous le voyez, un important incendie, des explosions. Une personne a été tuée, plusieurs autres blessés selon la presse ukrainienne. Gilles, pourquoi les Ukrainiens mettent autant d'efforts à détruire les raffineries russes? Parce que ça frappe la Fédération de la Russie au porte-monnaie. La source principale de revenus en devises pour la Russie, c'est l'exportation des minerais et notamment de gaz et des pétroles. Et diminuer leur capacité de raffiner, et ça à la fois crée un problème économique, mais aussi ça crée un problème à l'intérieur d'approvisionnement des stations de service, évidemment aussi l'armée. Donc c'est un double cible, c'est perturber l'effort de guerre et peser sur les trésors de guerre des Russes. Ils le font depuis un certain temps avec une efficacité qu'on ne peut pas nier, mais ça ne change pas la situation sur les champs de bataille. Alors, on va regarder la réaction, et je vous ferai réagir, Caroline, réaction de l'ancien patron de la Banque nationale d'Ukraine, qui nous parle à propos de cette attaque de la raffinerie ces dernières heures, la raffinerie de Saratov. Les pertes probables après un mois d'arrêt à la raffinerie de pétrole de Saratov atteindraient environ 240 millions de dollars. Les frappes de drones ont provoqué des explosions, une épaisse colonne de fumée noire sur l'installation appartenant à Rosneft qui transforme 6,75 millions de tonnes de brut par an en essence, en diesel et autres carburants. Voilà pour l'impact financier et ça rejoint la question que je posais tout à l'heure. Pourquoi c'est un levier en fait sur Poutine, les frappes sur les raffineries? Alors, les frappes sur les raffineries, il y a à peu près 25%, peut-être un petit peu plus, des raffineries russes qui ont été touchées dans la guerre avec les frappes de drones, ce qui est stratégique pour les Ukrainiens. Effectivement, on sait que le pétrole est la première ressource qui alimente, qui finance la guerre en Russie. Deuxièmement, ça désorganise la Russie. C'est pour ça aussi qu'à un moment, on a entendu parler ces derniers jours d'un cessez-le-feu aérien, parce que, alors, ça avait la possibilité pour les Russes de l'imposer en étant impossible pour l'Ukraine de refuser ce cessez-le-feu, puisque c'était un cessez-le-feu qui protégeait les civils en Ukraine, d'où les bombardements massifs sur les villes récemment, donc Kiev et Lviv. Et puis, c'était un moyen de supprimer la valeur ajoutée qu'a aujourd'hui l'Ukraine dans ces attaques en profondeur sur, effectivement, tout le complexe pétrolier, dont les raffineries, et sur les hydrocarbures, et aussi sur les sites stratégiques militaires, dont les usines à drones récemment. Et puis on a vu qu'il y a eu diverses opérations, dont l'opération Toile d'araignée, qui a été mise en place par les Ukrainiens, qui a des effets notables sur effectivement l'organisation militaire de la Russie et des conséquences financières importantes. L'autre partie, c'est évidemment les sanctions, avec le 18e train de sanctions. On sait qu'il y a à peu près... les sommes sont faramineuses. On parle de 450 milliards visés sur le long terme depuis le début des sanctions, et il faut continuer, et c'est aussi des leviers de négociation. Donc il faut absolument avoir des leviers de négociation et infléchir l'économie russe. On va voir les revenus pétroliers de la Russie d'ailleurs, qui ont chuté sur un an, moins 33% par rapport à juillet 2024. C'est l'équivalent de 9 milliards de dollars en moins. Gilles, vous vouliez faire une précision? Oui, les points forts des Russes aujourd'hui, c'est essentiellement ces deux ou trois. Premièrement, leur capacité de recruter des hommes. C'est vrai que ça coûte de plus en plus cher parce qu'ils payent des primes. Probablement, ils sont en train de faire le fond de terroir et la qualité des personnes baisse.
mais ils arrivent quand même à recruter et à envoyer au front suffisamment de soldats, plus que les Ukrainiens n'arrivent à mettre hors d'état de combattre. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très impressionnant, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, c'était difficile de croire après 3 ou 4 ans, ils arriveraient toujours à trouver autant de personnes pour envoyer au front. Deuxième chose, c'est leurs missiles balistiques. On parle beaucoup de drones, mais les dégâts les plus importants en Ukraine est causé par des missiles balistiques. Là, si la réponse pour les drones est assez bonne, les Ukrainiens sont très très forts technologiquement, et aussi ils ont une culture d'entreprise qui permet d'aller d'un problème à la solution très très rapidement. Pas beaucoup d'administration, les gens vont très vite. Ça va vite, c'est efficace. Ça va vite, c'est très efficace. C'est vraiment une culture high-tech. Problème, solution, et pas problème, 3 copies, réunion à la rentrée, faisabilité en janvier, et l'année prochaine, c'est plus pertinent parce que la technologie a déjà changé 3 fois. Donc ils sont très forts, mais pour les missiles balistiques, il faut des missiles antimissiles qui coûtent cher et qu'on a du mal à les fabriquer au rythme où les Russes envoient les missiles balistiques. Troisième point, et c'est peut-être là le plus important, c'est que les Russes ont appris à apprendre. Au début, ils répétaient les mêmes erreurs. Là, ils s'adaptent très vite. Et par exemple, sur les champs de bataille, les drones étaient un domaine où les Ukrainiens avaient un avantage important, justement parce qu'ils vont très vite. Ouais. Là, les Russes sont en train de rattraper les Ukrainiens, et on voit que côté ukrainien aussi, presque la majorité des pertes sont causées par les dronistes russes. Donc c'est une question de développement, c'est une question de production, c'est une question de doctrine, c'est une question d'entraînement, et c'est une question d'organisation. Comment créer ces unités et comment les contrôler au sein des divisions, des groupes d'armées, etc., etc. Donc c'est un défi multidimension très très compliqué, et les Russes aujourd'hui le maîtrisent assez bien. Donc si les Ukrainiens arrivent toujours à causer des dégâts importants sur l'industrie énergétique en Russie, c'est l'une de leurs rares cartes importantes dans un rapport de force. Et là je vais vous faire rebondir Cyril, parce que vous avez parlé de cette culture high-tech. Et il y a une sacrée inventivité du côté des Ukrainiens. Et on a un nouvel exemple dont vous allez voir la photographie. C'est leur dernière trouvaille. C'est un avion agricole qui a été transformé en chasseur de drones. Donc un avion léger de travail qui veut réagir. Cyril d'abord. Ça vous fait tous réagir autour de la table, mais on a le temps. Je vous répondrai 2-3 mois. 2-3 mois, en fait, comme on nous l'expliquait récemment lors d'une conférence, chaque partie dans ce conflit regarde ce que l'autre fait et s'adapte aussitôt. Idéalement, dans un délai de 2-3 mois. Parfois, je pense que c'est plus long sur le pétrole. On voit que ça ne marche pas pour les Russes. Ils n'arrivent pas forcément à protéger leurs installations pétrolières. Mais à chaque fois, les deux se copient. À un moment, par exemple, vous dites les Russes vont copier les Ukrainiens ? Oui. Chacun sur cet avion agricole. Non. Alors, restons là-dessus. Justement, j'y viens. Chacun n'arrête pas de se copier l'un l'autre. À un moment, les Russes ont installé, par exemple, des filets anti-drones. Ensuite, j'ai vu les Ukrainiens qui ont fait pareil, et vice-versa. Enfin, chacun se copie. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, les Russes fassent pareil. Mais avion agricole, en plus, tout le problème, c'est que quand les Russes envoient des drones, ils n'en envoient pas 1 ou 2, ils en envoient par paquet. Donc, comment il peut faire ? Il peut en détruire 1, 2. Est-ce qu'il arrivera à tous les détruire ? Je veux dire, là, je vois le 2 missiles. Donc, théoriquement, 2 drones détruits. Ça en fait, si les Russes en envoient 20, 30, ça en fait quand même pas mal qui passent.
À moins qu'ils aient beaucoup d'avions Zlin Z-130. Ouais. Sur l'inventivité des Ukrainiens, Caroline Tominet. Oui, alors les processus vont très vite. Il y a à peu près 900 startups sur le territoire. Et donc, depuis le début de la guerre, ça fait 3 ans et demi que les Ukrainiens travaillent là-dessus. Nous, ils nous ont contactés à cette époque-là, au tout début de la guerre, en fait, sur le sujet des drones. Votre ONG, ils ont contacté votre ONG quand vous dites Oui, ils nous ont... bien sûr. Oui, tout à fait. Et c'est un sujet qu'on connaît bien. Sur le contexte de développement des drones en Ukraine. En fait, ils s'adaptent effectivement à chaque fois. Il y a énormément... Alors, l'Ukraine, en fait, était un foyer d'ingénieurs pour, évidemment, la Russie, pour différents sujets, dont les missiles, le nucléaire, et sur la partie aérien. Et ils sont, en fait, une vraie valeur ajoutée par rapport à l'industrie aéronautique. Et c'est pour ça aussi que l'Ukraine intéressait, évidemment, la Russie, ouais. Mais aussi les États-Unis sur la partie joint venture. Et sur ce sujet, en fait, les drones, en fait, vous avez en gros 2 types de drones. Vous avez les multicoptères qui vont être sur le front, qui sont des drones civils, en fait, qu'on va transformer, adapter, et qui aujourd'hui sont en masse sur le front, ce qui fait que le gros matériel est obligé de s'éloigner de la zone de front à cause de ces drones, donc sur 20-30 km. Et puis vous avez d'autres drones qui peuvent être des drones véhicules ou qui peuvent être des drones avions. Et l'Ukraine, en fait, avait aussi beaucoup de clubs d'aéromodélisme. Ils étaient très forts là-dessus. Et en fait, ils sont servis de ces jeunes, de ces expérimentés qui étaient dans les clubs d'aéromodélisme et des ingénieurs pour développer sur 3 ans et demi, effectivement, des stratégies différentes avec le drone naval aussi. Et puis, développer les stratégies de longue distance et le sujet du brouillage russe. Donc là, en fait, quand vous avez une pluie de drones, pour les intercepter, vous n'allez pas les intercepter avec du matériel que vous utilisiez pour intercepter un missile. Généralement, en fait, la seule solution, c'est d'être en dessous du drone qui peut larguer ou alors qui peut être un drone qui va tomber. Et donc, il est très difficile de connaître, évidemment. Enfin, la meilleure solution, c'est d'écouter, puisque souvent, ils font du bruit. Et donc, il va y avoir des solutions pour les intercepter qui peuvent être celle-là, l'avion agricole, qui va... En fait, l'avantage, c'est qu'il va voler très bas et au dernier moment, il va pouvoir les intercepter. Une sorte de protection qu'ils n'ont plus aujourd'hui sur les villes. Et juste pour donner la parole à tout le monde, parce qu'il n'en reste pas beaucoup de temps, Gilles, un avion agricole transformé et modifié peut être efficace dans les objectifs que poursuivent les Ukrainiens? Alors, oui, et c'est un bon exemple que quand on parle d'innovation, c'est pas uniquement inventer ou être créatif, c'est-à-dire dans le sens technique du terme. Quel est le problème avec les drones? Les drones volent relativement lentement. Si vous mettez un avion de chasse derrière un drone, l'écart de vélocité, de vitesse est tel qu'au moment où il va l'engager avec ses canons, parce que c'est trop cher d'envoyer un Sidewinder pour chaque Shahed qui coûte quelques dizaines de milliers d'euros, on ne va pas tirer un Sidewinder, un missile air-air qui est rare et cher, et donc on va au canon, comme dans les dogfights de la guerre de Corée. Je ne sais pas combien de temps il n'y avait plus de batailles avec canon à l'air. Donc le problème, c'est que l'avion de chasse, le F-16 ou le MiG, vole trop vite, il touche la cible, le drone, et il risque d'être touché par les débris. Donc il faut des plateformes aériennes qui volent plus lentement. Donc hélicoptères de combat, très bien, mais aussi, et c'est là où se trouve, je dirais, la capacité d'innover. Quelqu'un, probablement dans les privés, ou quelqu'un qui était un réserviste, ou même en général, qui a dit, tiens, il y a ces avions qui font pour épandre le produit chimique contre les pesticides, les herbicides, etc. On utilise ces genres d'avions. Et donc, ce sont des gens qui savent voler entre 50 et 300 mètres
contrairement à des pilotes des chasses qui n'aiment pas être à ces niveaux-là. Et on a beaucoup parce qu'on est un pays agricole avec des champs de monoculture, donc c'est à fond la chimie. Et paf, toute le secret de l'Ukraine, c'est qu'entre le moment où quelqu'un avait l'idée et le moment où on a commencé à abattre des drones avec ça, c'était très, 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 très rapide. Parce que c'est une culture beaucoup moins cloisonnée. C'est une culture où on prend les risques. C'est une culture où on dit OK, et on sait que même si ça ne marche pas, on ne va pas te couper la tête. On dit bon, ça arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le secret. C'est pas uniquement la technologie. Ouais. Et je veux donner un deuxième exemple. C'est les gars qui ont aujourd'hui le patron des drones en Ukraine, un type qui s'appelle Brody. Il s'appelle Brody parce qu'il est issu de la minorité hongroise de l'Ukraine. Et ces garçons, qui a fait fortune dans l'agriculture, le commerce de blé, etc., s'est retrouvé dans le début de la guerre en tant que réserviste, 45 ans, bon. Et il regarde autour de lui, et il comprend très vite qu'il faut utiliser des drones. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'appelle pas la DGE. Il achète des drones, et avec les capitaines, majors, machin, il commence à l'utiliser. Évidemment, c'est contre toutes les régulations. Il a peut-être pris des risques qu'il ne savait pas qu'il était en train de prendre parce qu'il utilisait des téléphones portables, etc. Mais on s'en contrefiche. Ça marche. Puis le colonel, il dit, mon colonel, regarde, ça marche. Et on commence à faire des choses qui sont entre un atelier et il faut de l'argent. Mais il est riche. Donc il fait des virements de son compte en banque. Toutes les choses pour lesquelles en France, on va en prison pour 30 ans, pour abus des biens sociaux, pour tout ce que vous voulez. OK? Et hop, aujourd'hui, non seulement, 3 ans plus tard, ces types-là qui étaient un sous-offre... C'est fini, Gilles. C'est fini.